Merci beaucoup, Yoël, de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Consul général de France, Rodolphe Sambou, Monsieur l'attaché culturel, Thibaut Blaidec, Monsieur Brandon Locke, président élu 2026 d'ACFEL, Monsieur Greg Roberts, Dual Language Innovation Coordinator, Dr Sophie Cap-Martin, présidente de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, Alain Nobili, directeur de l'Alliance française de la Nouvelle-Orléans, Madame Michel Brault, World Language Specialist at the Department of Education, chers amis, collègues, amateurs et défenseurs de la langue française. Donc, je dois d'abord remercier M. Xavier Moquet, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France, également, encore une fois, Yoël Pidal, pour cette invitation à faire ce petit discours aujourd'hui. Je dois également vous dire tout de suite que je ne suis ni éducateur ni professeur. Je n'ai jamais enseigné un seul cours de français, donc bravo à vous et merci beaucoup. Pourtant, c'est une langue dans laquelle je vis et je travaille tous les jours dans les domaines touristiques et culturels et des relations internationales. Donc, en 1976, donc ça date un petit peu, je suis monté dans l'autobus scolaire de mon oncle avec beaucoup d'autres membres de ma communauté pour descendre dans les bayous à Dulac, l'un des villages ancestraux de la tribu Houma, pour visiter la petite chapelle missionnaire financée en partie de contributions de mon église. Ma mère m'avait donné 10 piastres, 10 piastres et non pas dollars en français pour acheter des souvenirs. Mes yeux sont tombés directement sur une pirogue taillée en bois de cypre, on dit cypre et pas cyprès en bois, et un éventail en latanier que je voulais acheter en cadeau pour ma mère. Mais je n'arrivais pas à communiquer avec l'artisan, un aîné aux cheveux encore noirs et à la peau bronzée, parce que, du haut de mes 5 ans, je ne comprenais pas qu'il ne parlait pas anglais. Enfin, sa fille est sortie pour faire les intermédiaires et j'ai acheté ma pirogue et mon éventail, des trésors que je garde encore 50 ans plus tard sur une étagère de ma maison. Cette expérience avec ce vieil autochtone, monolingue en français, m'a conduit jusqu'ici. Je vous parle d'autochtone parce que même avant la colonisation européenne, avant que cet endroit ne soit rebaptisé Nouvelle-Orléans, il portait déjà le nom de Bulbancha, mot amérindien pour lieu où l'on parle beaucoup de langues. C'est donc tout à fait approprié que ACFEL ait lieu ici. Les transformations politico-économiques du début du XXe siècle m'ont privé de ce qui aurait dû faire partie de mon patrimoine guyanais, en ces langues d'héritage française et créole, que parlaient mes aïeux arrivés de France au début de la période coloniale. Je me fais souvent demander comment j'ai appris à parler français et créole, question à laquelle je précise que je ne les ai pas appris parce qu'il faut voir la réacquisition d'une langue d'héritage comme une réappropriation, une revendication, un acte de résistance, car il n'existe pas de mots, ni en français ni en anglais, pour la nostalgie d'une langue perdue. Lors de notre première discussion autour de cette présentation, j'ai prévenu Xavier et Yoël que mon discours quotidien porte sur la diversité des langues françaises et créoles en Guyane, au pluriel, car il s'agit d'une véritable mosaïque d'expressions franco-créolophones née de plus de 300 ans de croisements linguistiques et culturels entre autochtones, afrodescendants et eurodescendants. La diversité de la franco-créolophonie guyanaise est malheureusement très peu représentée dans les manuels scolaires qui mettent le focus presque exclusivement sur les Acadiens, les Mukadja, dont je descends également. Or, on parlait français ici avant l'arrivée du premier groupe d'Acadiens, un peuple historiquement très minoritaire dans la grande histoire de la Guyane. Figurez-vous donc que le nombre d'afro-descendants qui parlaient déjà français et créole en Guyane avant l'arrivée des Acadiens était 10 fois plus nombreux que le nombre total des Acadiens qui sont arrivés sur une période de 21 ans.
Cette absence de représentativité des autochtones et des afro-descendants invisibilise l'existence de ces peuples et de leur contribution à la littérature franco-louisianaise, au mouvement pour les droits civiques et au maintien et au développement du français en Guyane. Cette vérité est d'autant plus pertinente à l'heure actuelle parce qu'il n'est pas possible de parler de la franco-créolophonie louisianaise sans discussion de la diversité, mais aussi de l'absence d'équité et d'inclusion, particulièrement dans les cours de langue où la Guyane était évoquée. Vous avez sûrement entendu parler du cas judiciaire déterminant de la fin du XIXe siècle, Plessy versus Ferguson. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Homer Plessy fut baptisé Homer Adolphe Plessy. Et oui, ce monsieur était de langue maternelle française. Leur première école d'immersion française, fondée par une tribu amérindienne francophone, a vu le jour ici, en Guyane, en 2021. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce petit cours d'histoire sur la diversité franco-créolophone, alors que sur l'écran, il y a un message que je n'ai pas encore mis. Voilà. Il y a un message, parce que c'était à moi de le faire, pardon. Voilà. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce petit cours d'histoire sur la diversité franco-créolophone, alors que sur l'écran, maintenant, il y a un message qui porte sur le développement économique. C'est parce que c'est justement par le biais de mon parcours professionnel en français et créole à la plantation Laura, une ancienne habitation de canne à sucre où l'on propose des visites en français, que je suis arrivé à comprendre la valeur ajoutée du français dans un contexte économique. Avant la pandémie, la fréquentation francophone représentait 30% de notre chiffre d'affaires annuel, une somme qui s'élevait à plus de 250 000 $ par an. Or, il est presque impossible de trouver des employés francophones parce que non seulement les cours de langue ne préparent pas les étudiants à travailler en français, aucun de nos programmes universitaires de tourisme, hôtellerie et restauration nécessite l'étude d'une langue. Aucun. Tout ça sans mentionner que les entreprises touristiques ou autres ne sont pas sensibilisées à la valeur ajoutée du français, même en Guyane. Bien que je ne travaille pas dans le milieu éducatif, je partage votre frustration, votre inquiétude face aux coupures budgétaires et à la suppression de programmes. Il y a des endroits en Guyane même où il existe encore aujourd'hui des populations francophones, mais où le français n'est plus offert à l'école locale. Malgré beaucoup d'oppositions et de témoignages, la législature guyanaise a adopté une loi il y a 2 ans qui permet aux lycéens de suivre des cours d'informatique au lieu des cours de langue. Parce que, je sais que vous parlez tous et tout à vos tables, en Linux et en Fortran. De mon point de vue, un discours parfois mal reçu, nous nous sommes trop contentés en Guyane de jouer sur les aspects patrimoniaux et culturels sans prêter attention au concept du français économique. Je viens de vous parler de 250 000 $ par an en retombée économique à un seul emploi. La Louisiane est le seul État aux États-Unis qui jouit du statut de membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie, mais nous n'avons pas réussi à construire le bon message, le bon plaidoyer in English pour convaincre nos élus et chefs d'entreprise de la valeur du français en dehors de la musique cajun et le bongo créole. Et c'est justement cette diversité franco-créole en Guyane qui nous positionne justement vis-à-vis du monde entier francophone, parce que nous avons ces connexions, cet héritage, la musique, la langue, la bouffe qui nous lie non seulement au Canada, mais aussi à l'Afrique, aux Caraïbes, à la France, à toute la francophonie. Parce que la Guyane a toujours été un carrefour de peuples, un carrefour d'expression franco-créolophone. Mon message est clair, il faut mieux coordonner nos efforts dans les milieux scolaires et universitaires, dans les milieux des affaires et diplomatiques, pour sensibiliser les décideurs et le grand public anglophone aux atouts de l'apprentissage et de l'utilisation du français à l'extérieur de la salle de classe.
Il faut créer des outils pour motiver les locuteurs et les employeurs à afficher leur francophonie, à se responsabiliser, parce que sans trouver un moyen de durabiliser le français sur les plans éducatifs, sociaux, professionnels et économiques, cette ressource verte et renouvelable qu'est le français en Guyane va rester coincée derrière les clichés fatigués des festivals de musique et tables recouvertes d'écrevisses. Face à cette réalité, je ne peux que marteler encore davantage à qui voudra m'entendre, ou pas, ce message de potentiel jusque-là non réalisé, mais encore plus que jamais possible. En conclusion, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour échanger. Merci et bon appétit.